professionnels. L'implication de la Fédération Sinov dans le domaine de l'IA ne s'arrête pas à l'organisation de webinaires. Conscient de l'importance cruciale de cette technologie, nous avons créé une commission dédiée à l'intelligence artificielle, que je pilote d'ailleurs. Cette commission a pour mission de réaliser une veille permanente sur le sujet, de nous informer sur les dernières avancées et de nous guider dans l'adoption de pratiques innovantes et responsables. Par cette initiative, nous nous engageons à anticiper les évolutions du marché et à fournir à nos membres les outils et les connaissances nécessaires pour rester compétitifs et innovants. Alors pourquoi la fédération Sinov en fait s'intéresse à l'IA? Tout d'abord parce que l'innovation est au cœur de notre mission. L'IA générative représente une avancée technologique majeure, capable d'impacter tous les aspects de notre travail, de la manière dont nous concevons les projets à nos interactions avec les clients et la gestion des données. Donc ce webinaire a pour objectif de démystifier l'IA générative en présentant son potentiel immense, mais aussi ses limites. Nous souhaitons équiper nos membres des concepts clés pour comprendre ces technologies, pour les intégrer de manière éthique et responsable dans leur stratégie d'innovation et pour exploiter leur potentiel afin d'améliorer la performance quotidienne. Nous sommes à un moment charnière où l'adoption de l'IA dans nos pratiques professionnelles n'est plus une option, mais une nécessité pour rester à l'avant-garde. C'est pourquoi la Fédération Sinov prend l'initiative de ce cycle de conférences et de la création de la commission IA pour accompagner nos membres dans cette transition. En fournissant un cadre de compréhension, des exemples concrets d'application et des recommandations sur les meilleures pratiques à adopter. Ensemble, nous explorons comment ces technologies peuvent servir de levier pour l'innovation, la création de valeur et l'amélioration de l'efficacité au sein de nos entreprises et organisations. Nous aborderons également les questions éthiques et les défis que l'IA générative peut avoir, car comprendre ces technologies implique aussi de reconnaître leur implication sociétale et de s'engager à les utiliser de manière responsable. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui pour entamer ce voyage d'exploration de l'IA générative avec nous. Votre participation est essentielle pour faire de cette technologie un outil au service de l'innovation, aligné avec les valeurs de la fédération et les besoins de nos membres. Je laisse maintenant la parole à notre ami Cyril qui va vous présenter ce sujet d'IA générative. Parfait, merci Julien C'est tout pour bon pour cette toi? introduction. Ouais, c'est bon, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez Voilà. bien, vous? Il y a pas de grésillement, il n'y a rien? C'est bon? Ouais, j'ai l'impression que tout fonctionne. Tout fonctionne, bon, super. Bah, merci en Donc, tout cas. juste, Cyril, t'en as pour combien de temps à peu près? Ah bah, justement, je voulais qu'on recale bien en tout cas en termes de déroulé. L'idée, c'était bien sûr de faire d'abord une première présentation et après, ce que j'ai envie, c'est qu'on soit aussi dans l'interaction. Donc, il faut laisser de la place un peu aux questions-réponses. Quel serait Ouais. pour toi le timing idéal? Dis-moi. Bah, je sais pas, moi je m'étais dit on pourrait faire ça pendant 1 heure si ça te convient et faire des questions-réponses parce que je pense que je vois qu'on a énormément de monde, on a eu plus de 200 inscrits. Donc après, peut-être qu'on prendra des questions au fur et à mesure, tu sais, dans le chat. Oui. Je pourrais peut-être interpeller sur certaines, mais voilà, l'idée de toute façon, c'est qu'on ait un temps d'échange maximum de 1 heure et demie. Je crois que c'est ce qui était prévu sur le Ouais, ce planning. sera jusqu'à 10 heures max. Bah Voilà, écoute, donc il t'inquiète faut pas. qu'on reste là-dessus. De toute façon, il y a beaucoup de choses enfin, il y aurait beaucoup de choses à aborder, donc ça risque toujours d'être un peu court. Moi, ce que je propose, c'est que plutôt on essaye de faire les choses un peu en direct. Je te laisse la main, Julien, dès que tu as envie de m'interpeller ou de remonter une question, tu les gères. Comme OK. ça, moi, je ne fais pas la partie question. Mais si en même temps, en cours de présentation, tu veux m'interpeller, tu m'interpelles, il n'y a pas de problème. Bah, écoutez, parfait. Moi, je suis déjà très content d'être là ce matin avec vous pour pouvoir un peu partager justement autour des thématiques de l'IA générative. C'est un peu mon quotidien. Ah, quelqu'un me dit que mon image n'est pas stable. Bon, j'espère juste que vous m'entendez par contre. Euh, donc moi je m'appelle Cyril de Souza Cardozo, je suis le fondateur de Polaria, qui est aujourd'hui un groupe qui accompagne la transformation des organisations à l'ère de l'IA et plus précisément des IA conversationnelles et génératives. Nous, on existe depuis un peu plus de 10 ans, on fait à la fois du conseil en transformation des organisations d'un côté, transformation managériale, et on développe nous-mêmes des solutions technologiques du type de chatbot RH depuis 2016, qui sont devenus des chatbots fonction support ensuite, puis élargi à des chatbots citoyens. Tout ça, c'était avant ce qu'on appelait des IA conversationnels. Et depuis maintenant 2022, on est entré dans l'ère donc des IA génératives. Et je vais essayer de vous montrer en tout cas un peu où on en est aujourd'hui de ces technologies-là et surtout de voir comment potentiellement elles peuvent venir impacter justement vos métiers, vos environnements et surtout voir quelles sont les opportunités derrière ce type de solution. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de vous partager mon écran. Alors, est-ce que j'ai l'autorisation de partager mon écran ici? Hop, hop, ouais, partager l'écran. Super. Alors, je vais vous partager déjà l'ensemble du bureau. Ça va être plus simple.
Et est-ce que, Julien, tu pourrais me confirmer que tu vois mon écran apparaître? Ouais, c'est tout bon, ouais. On voit tes C'est... photos de vacances, là. Impeccable. Oui, oui, ouais, ouais, très bien, parfait. Merci à toi. Donc là, vous voyez, donc je sais pas si c'est écrit trop petit ou est-ce qu'il faut que je passe en plein écran. Alors, je vais juste voir si je passe en plein écran, je continue. Ouais, super, c'est un peu mieux comme ça. Bon, super. Alors, avant, alors moi, je On a, m'en on, au on double. a de l'écho, Cyril. Je sais pas d'où ça vient. Faudra fermer les micros. Est-ce que ouais, il serait possible de couper les micros pour celles et ceux qui... Merci. Alors, juste avant que je commence, parce que ce qui va beaucoup plus m'intéresser, c'est de vous faire vraiment des démonstrations d'outils, puisque l'avantage des IA génératives, c'est qu'on n'a pas besoin de parler longtemps, il suffit d'un peu de montrer les choses avant tout. Moi, ce que je veux vraiment vous partager, c'est la première idée avec laquelle je veux que vous partiez ce matin, et Julien, je pense, l'a bien souligné dans son introduction. On est face aujourd'hui à la plus grande vague technologique que l'on va vivre de notre vivant, d'accord? En tout cas, jusqu'à date. C'est-à-dire que personne sur Terre aujourd'hui n'a vécu une vague technologique telle qu'on s'apprête à la vivre aujourd'hui. Moi, je suis auteur de plusieurs ouvrages sur les thématiques de la créativité et de l'innovation. Mon huitième ouvrage, d'ailleurs, était donc le guide de l'IA générative que j'ai coécrit avec Fanny Paris, qui est une chercheuse, une anthropologue, et également avec des IA, avec des intelligences artificielles. Et au fur et à mesure que j'ai pu, en tout cas, écrire des ouvrages sur les thèmes de l'innovation, j'ai eu la chance d'échanger avec un grand nombre d'experts de l'innovation. Et aujourd'hui, il y a au moins un consensus parmi nous, c'est de dire qu'il n'y a rien d'équivalent à ce qu'on est en train de vivre. Avant, il faut remonter à minima à l'invention d'Internet dans les années 50 pour vivre en termes d'impact quelque chose qui soit aussi fort. Par contre, là où Internet a été inventé dans les années 50 et le web, lui, va se déployer dans les années 90, donc une révolution qui va mettre 40, 50 ans vraiment à se déployer. Là, on est sur un rythme de diffusion qui est beaucoup plus rapide et qui n'a pas de commune mesure. Quatre chiffres pour avoir ça en tête. Ça, c'est le nombre de jours qu'il a fallu à chacune de ces plateformes pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. Netflix, 3600 jours, Facebook, la moitié, TikTok, 270 jours, et ChatGPT va battre le record de TikTok, alors qu'on pensait que dans l'univers numérique, c'était indépassable parce que logiciel, réseau social qui s'est déployé notamment en Asie. Et finalement, ChatGPT va mettre 60 jours à battre ce record. Alors, c'est essentiel et important de l'avoir en tête parce qu'il y a, au-delà de la rapidité de diffusion, ce qui est intéressant de noter, c'est que ChatGPT ne relève pas du tout de la même catégorie que les autres plateformes, qui sont des plateformes de divertissement ou de réseaux sociaux. Là, on a un outil qui, a priori, est plutôt un outil de productivité, de réflexion, de production, et qui finalement va se retrouver à battre tous les autres, en tout cas acteurs numériques, en termes de rapidité de diffusion. On va beaucoup parler de ChatGPT. L'occasion pour moi, cependant, de bien insister sur un point. ChatGPT n'est pas la seule IA générative. ChatGPT, c'est à peu près 20% des parts de marché sur l'univers des IA génératives. Deuxième slide qui est important à avoir en tête, et ça va être important pour vos collaborateurs, pour vos clients, pour vos commanditaires, pour vos partenaires, c'est le rythme d'adoption des IA génératives. Là, en jaune, comparé sur les 2 premières années aux smartphones et aux tablettes. On est en train de voir que le rythme de diffusion des IA génératives va beaucoup plus vite que celui des smartphones et des tablettes. Et à minima, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le smartphone a eu un peu un impact sur notre environnement. Et bien là, les IA génératives sont en train de se diffuser beaucoup plus rapidement. Et ça a quelque chose d'important, et j'y reviendrai parce qu'on va parler de l'ère technologique conversationnelle dans laquelle on entre. Ça va changer notre rapport à la technologie. Ça va changer le rapport de nos clients à la technologie et aux attentes. Ça va changer le rapport de nos partenaires, de nos collaborateurs. Tout ça va se modifier avec ce rythme de diffusion qui est particulièrement important. Et enfin, deux derniers chiffres. Ça, c'est le nombre d'utilisateurs, donc des outils d'IA génératifs. On était déjà 250 millions d'utilisateurs à travers le monde en 2023. On sera au-delà des 700 millions d'utilisateurs d'ici 2030. Et enfin, en termes de chiffre d'affaires, le marché donc de l'IA d'ici la fin de la décennie, d'ici 2030, aura dépassé le PIB américain. Ça, c'est pour bien comprendre effectivement la vague et la rapidité dans laquelle on est en train de se retrouver. Je vais essayer de détailler tout à l'heure sur quoi s'appuient finalement ces mécaniques de diffusion.
Mais avant ça, je crois que le mieux, en tout cas là, c'est vraiment de faire une immersion technologique et de venir vous montrer vraiment où on en est d'un point de vue technologique, parce que certains d'entre vous ont testé effectivement la version, enfin voilà, ChatGPT. D'autres, voilà, on peut-être on peut-être pas encore tout à fait utilisé ce type de technologie. Donc, ce qui est important, c'est qu'on soit au clair sur ce qu'on aborde quand on parle, en tout cas, d'IA, d'intelligence artificielle. Julien, tu me confirmes que tu vois toujours mon écran et là, je suis en train de me rendre sur ChatGPT. C'est bien ce que tu vois apparaître Ouais, à l'écran. ouais, tout va Super. bien, tout va bien. Parfait. Donc, alors je ne vous ai pas posé cette question, j'aurais pu en préambule vous poser cette question, c'est est-ce que finalement vous avez déjà les uns et les autres utilisé ChatGPT? Alors, un grand nombre d'entre vous, et je pense une majorité, va me répondre que oui. Sachez qu'en France, à peu près 19% des Français ont déjà utilisé ChatGPT. Par contre, si je vous pose la question de savoir, je crois qu'il y a pas mal de retours, hein, c'est ça? Hop, voilà. A Oui, une fois. priori, tout le monde l'a plus ou moins Plus ou utilisé, moins. mais on commence à avoir des noms quand même. Si, Il y hein. a quand même des noms, donc c'est intéressant. Ouais, il y Et en a, il y en a. la question, c'est qui ici a un abonnement à ChatGPT? Donc ça veut dire à la version 4. Est-ce que certains d'entre vous ici ont un abonnement à la version 4? Copilot Microsoft, pas d'abonnement, pas d'abonnement. Oui, oui, un, 2, ouais, 4, ok. 4 personnes. Ok. Donc il y en a certains en tout cas qui ont des abonnements. Alors, ce qui est très important à comprendre, et là je le partage pour tout le monde du coup, il y a une très grosse différence entre la version gratuite de ChatGPT, la version 3.5 et la version accessible par abonnement. Ça, c'est un premier point sur lequel je veux vraiment insister auprès de vous. Si jamais vous vous êtes contenté d'utiliser l'IA générative à partir de la version gratuite de ChatGPT, vous pouvez considérer que vous n'avez pas utilisé l'IA générative. Ça, c'est un premier point sur lequel j'insiste, parce que beaucoup de personnes se sont fait une idée de ce qu'était l'IA générative en testant la version gratuite. Sauf que la version gratuite, et là, on va commencer à rentrer dans les premières subtilités sur lesquelles il est important d'avoir des éléments en tête. On va parler des modèles, d'accord? Ce qu'on appelle des modèles de fondation. Le GPT 3.5, par exemple, c'est un modèle de fondation. Ce modèle de fondation, les modèles de fondation, ces IA-là, ne sont ni des moteurs de recherche, ni des bases de connaissances. Ça, c'est le premier point. Ce sont avant tout des moteurs d'intelligence. Et encore, il faudrait venir préciser le terme intelligence parce qu'il n'est pas à comparer à celui à l'intelligence humaine. Mais ce sont avant tout des moteurs d'intelligence qui, si elles ne sont pas connectées à des bases de connaissances ou à une capacité à venir chercher de l'information ou à de l'information qu'on leur fournit, n'ont aucun intérêt. Ça, c'est le premier point. Et pourquoi, du coup, il y a une grosse différence entre la version 4 et la version 3.5? Tout simplement, il y a une question déjà de puissance, de nombre de paramètres. La version 3.5, c'est 175 milliards de paramètres. La version 4, c'est 1800 milliards de paramètres. C'est à peu près la différence en termes de puissance entre une trottinette électrique et une Ferrari. D'accord? Donc, en termes de puissance, déjà, un, ça n'a rien à voir. Et deux, la version payante, elle bénéficie de ce qu'on appelle de modules qui lui permettent d'être connecté à Internet, de gérer des pièces jointes, qui va lui permettre d'interpréter notamment du code et autres. Et donc, c'est ce que je vais essayer, moi, d'ici de balayer. La première chose que je vais faire, donc, quand on arrive ici, on fait ce qu'on appelle donc, du prompt engineering. Alors, juste pour vous dire, je me mets sur la version 4. Nous, chez Polaria, on est sur la version Team, d'accord? ChatGPT Team. Je pourrais revenir sur les différences qu'il y a entre ChatGPT Plus, ChatGPT Team et la version même entreprise. Je pourrais revenir après là-dessus. Donc, pour tout le monde, alors, juste je m'excuse pour celles et ceux qui connaissent déjà certains fondamentaux. Bien sûr, je vais rappeler certaines évidences pour certains, mais qui ne le sont pas pour d'autres. Et en même temps, je vais essayer d'embarquer tout le monde pour que tout le monde parte sur les mêmes bases. Donc, quand je viens poser une question à la machine, on écrit une invite de commande et on fait ce qu'on appelle du prompt engineering. Ici, je vais lui dire, OK, je vais me poser une question. Je dis, OK, écris une note. Alors, je vais préciser ça à partir d'une recherche web. Donc, à partir d'une recherche web, écris une note de présentation du syndicat Sinov, donc basé à Paris. On est bien d'accord, le siège ou l'établissement principal est à Paris, Julien? Ouais, ouais, on est à Paris. Ouais. C'est une Super. fédération juste, hein, je prépare. Une fédération, pardon, ouais, oui, je Ouais, ne vais pas utiliser les merci. mauvais termes. De la fédération Sinov. Bon, ça, c'est un point important. Déjà, premier élément, si je formule mal mes questions, que je donne des mauvais éléments forcément à la machine, elle va venir se tromper. Donc, plus je suis précis dans mes commandes, mieux c'est. Donc, merci du coup pour cette précision. Bon, du coup, je lance ça. Et là,
le premier élément, c'est que vous voyez, il y a ici un petit logo qui apparaît où ce sont donc les bots de ChatGPT qui viennent chercher de l'information. Là, c'est la bonne utilisation de ce qu'on va faire de l'IA générative, c'est-à-dire que je ne lui demande pas d'inventer des informations à partir de ses bases de connaissances ou de son moteur d'intelligence, mais bien d'abord d'aller chercher sur Internet pour ensuite m'apporter des réponses. Bien entendu, ce qu'elle peut me donner comme réponse peut être faux, suivant ce qu'elle va trouver du coup en ligne. Mais là, l'avantage que j'ai, premier élément, comme c'est à partir d'une recherche web, vous voyez, il y a des petits points bleus ici, où elle me donne les sources qu'elle a utilisées pour venir et écrire ce texte. Donc ça, c'est le premier élément. Je n'utilise pas l'IA comme un moteur de recherche ou comme voilà, une base de connaissances, mais bien comme un moteur d'intelligence que je vais plugger sur des modules. Et là, en l'occurrence, eh bien, c'était sur, en l'occurrence, une recherche web. Donc, il vient ici, vous voyez, donc tout ce qu'il a utilisé pour écrire son texte, il est venu le rechercher. Donc, vous voyez, tout ce qui va être veille, rédaction dans les marchés, je sais pas, des avant-propos, de recherche sur un client, etc. Bien entendu, tout ça est automatisable grâce notamment à ce type de module. C'en est un d'ailleurs parmi d'autres. Bon, maintenant, ce qui va m'intéresser, je rentre rapidement dans la machine. La machine, les modèles de fondation dont je vous parle, d'accord, ce sont des. Donc là, par exemple, on est face à ce qu'on appelle un large language model. C'est un modèle particulier qui traite uniquement du texte et est capable, donc, a appris comment? Donc, sur la base d'un réseau de neurones. Un réseau de neurones, donc, c'est un système statistique informatique qui est construit un peu sur le modèle des réseaux neuronaux du coup humains, où dans chaque couche, on a des neurones avec des fonctions mathématiques et en gros, on a un apprentissage qui est dit statistique. À l'intérieur de la machine, on a déversé l'ensemble de la connaissance humaine. Tout Internet, une grande partie de la littérature humaine, on y a déversé tout Wikipédia. Et la machine a fait ce qu'on appelle de l'apprentissage autosupervisé. Elle a pris tous les bouts de phrases et les textes qu'elle avait dans son corpus de texte, et elle s'est cachée des bouts de phrases, et elle a essayé d'imaginer, au regard du contexte, ce qu'il y avait à la place. Et ensuite, elle a regardé. Et ça, vous imaginez qu'elle l'a produit sur l'ensemble de la connaissance humaine. Un jeu fastidieux qui vous ennuierait rapidement. Elle l'a fait pour apprendre finalement à écrire de manière statistique, dans n'importe quel style, dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel langage ou dans n'importe quelle expertise. Typiquement, si maintenant je lui dis, OK, réécris ce texte dans le style de Victor Hugo, hop, eh bien, forcément, la machine a appris à écrire dans le style de Victor Hugo. Et donc, bien sûr, moi, j'aurais voulu vous dire que la machine écrit moins bien que nous, parce que je suis auteur et j'ai publié mon huitième ouvrage, mais non, bien entendu, la machine écrit mieux que nous. Et là, en l'occurrence, voilà, dans l'ombre des grands boulevards, au cœur de la cité lumineuse, se dresse tel un phare guidant les navires perdus dans la tempête, la noble fédération Sinov. Bon, voilà. Bon, il y a certains dans mes équipes qui disent que quand je fais ça, je fais ce qu'on appelle du kitsch industriel. C'est un petit peu vrai, c'est vrai qu'il y a un petit peu ça, mais vous voyez, ce que vous comprenez, c'est que la machine est capable de venir adapter le niveau de langage avec une qualité qui est du coup inégalée. C'est un point important parce que bien entendu, là, je viens l'écrire un peu de manière un peu décalée dans le style de Victor Hugo. Mais si maintenant je lui dis, OK, réécris maintenant le premier texte dans un langage FALC, donc c'est facile à lire et à comprendre, eh bien, hop, il va venir de la même manière, en tout cas utiliser donc un langage simplifié pour venir me présenter. Et ça, je peux le faire dans n'importe quel style, puisque je peux ensuite, si je veux mettre plus d'expertise, moins d'expertise, adapter les styles. Donc, vous imaginez toute cette capacité de langage. Derrière, la dernière technologie qui sont derrière les mécanismes ce qu'on appelle les modèles de fondation. Donc, on a les réseaux de neurones, l'apprentissage autosupervisé. Donc, vous avez compris, la machine a appris toute seule à écrire donc, dans différents styles. Et le T de GPT, qui veut dire Transformers, qui a été en fait qui est une technologie qui a été inventée chez Google en 2017 et qui vraiment nous fait rentrer dans l'ère des modèles de fondation. Le T de Transformers, derrière, il y a une mécanique dite d'attention qui fait que quand j'active dans mon prompt les bons mots, je suis capable d'activer dans la machine une capacité chez elle à venir chercher les bonnes expertises. Là, je lui dis d'écrire dans le style de Victor Hugo, mais j'aurais pu lui dire d'écrire dans le style ou dans une telle expertise. Ce que vous devez avoir en tête, c'est qu'à date aujourd'hui, la machine est capable de dépasser le niveau intellectuel de 95% des experts dans n'importe quel domaine intellectuel. D'accord? Donc ça, c'est le premier élément à avoir en tête. GPT, par cette mécanique-là, est capable de passer, par exemple, le concours de Stanford. Et donc,
c'est chacun d'entre nous qui aujourd'hui s'équipe finalement d'un super assistant qui a aussi toutes ces qualités-là. Encore faut-il bien entendu savoir lui poser des questions. Bon, je vous ai rapidement montré donc la partie effectivement sur la recherche web, la reformulation. Donc voilà, je continue. Dans les éléments pour qu'on ait un scope complet bien au clair sur ce que la machine peut faire. L'analyse, bien entendu, alors analyse maintenant de pièces jointes. Là, je vais prendre, j'ai pas, là, j'ai un guide des bonnes pratiques, donc RH au niveau de l'Union européenne. D'accord? Donc, c'est un document voilà, que j'ai eu dans le cadre d'une autre démo. Donc, je vous la montre juste pour qu'on soit au clair sur ça. Donc, c'est un document PDF classique, hein, pas de. Cyril, j'aurais une question. Vas-y. Euh, il y a une légende urbaine qui dit, enfin moi c'est ce que je fais, que les recherches sur ChatGPT, vaut mieux les faire en anglais. Enfin, ça dépend des types de requêtes parce qu'on a beaucoup plus de textes et de documents, etc. T'en penses quoi, toi? Oui, alors t'auras un biais dans le langage qui sera anglo-saxon. On y reviendra d'ailleurs sur ces notions de biais. Tu vas, notamment, tu verras dans les textes qu'il écrit, quand tu lui donnes pas trop de cadre, il va parler vachement à l'américaine, tu sais, avec vachement d'adjectifs, tu sais, il est vachement dans les superlatifs, etc. Et effectivement, il peut y avoir des biais aussi dans certaines. Bon, cependant, le modèle 4.5, en français quand même, est un modèle quand même qui fonctionne très bien. Et en réalité, le moment où tu as besoin vraiment de passer en anglais, c'est quand tu vas arriver vraiment sur des niveaux d'expertise assez poussés, sur des sujets assez pointus. Là, effectivement, l'avantage, c'est d'utiliser l'anglais avec l'autre élément qui est plus que la représentativité, qui est que tu t'assures d'utiliser les bons termes présents dans son corpus de connaissances. Et donc, effectivement, comme il a été pré-entraîné. Donc, oui, sur les expertises poussées, c'est mieux de venir interagir parfois en anglais avec lui, même si tes premières recherches, tu peux les faire en français. Et si jamais c'est pas satisfaisant, alors tu bascules du coup en anglais. D'ailleurs, ça sera un enjeu, on va reparler sur les modèles aussi propriétaires. Bon, là, je vous montre rapidement donc, le guide. D'accord? Je prends un PDF classique, hein, guide de bonne pratique RH pour favoriser la participation des chercheurs. Voilà. Bon, bref, peu importe. Donc, document, comme vous en avez plein, OK, chez vous tout le temps. Donc, ce document-là, je vais donner ici. OK? Et là, je vais écrire. Donc, le premier truc, c'est j'écris comme un expert des ressources humaines. Hop. Donc, ça, on fait ce qu'on appelle, on lui active un rôle, un contexte, on va faire ce qu'on appelle du RTF, du rôle tâche format. Donc je lui donne, OK, mon rôle, c'est une des manières de formaliser un prompt. Je lui dis, OK, l'objectif, c'est quoi? C'est synthétise ce document en voilà, 10 idées clés. Donc comme ça, au moins, je lui ai dit ce que je voulais synthétiser, je voulais le truc. Et donc, il va venir, lui, lire. Donc là, il active la partie lecture de document. Donc, il est capable d'avoir cette capacité de lecture. Et vous voyez le rythme qu'il a eu pour venir finalement bien proposer ensuite sa réponse. Donc là, il est en train de la rédiger. Proposition de bonne pratique. Qui ça dit, ouais. Alors, donne-moi, là, il ne m'a pas donné, oui, donne-moi les 10 idées clés contenues dans ce document. Alors, juste pour vous dire en termes de limites, alors, la production de ce type de document, donc vous voyez, il le fait assez vite, donc vous imaginez management des connaissances, on peut aller jusqu'à des volumes à peu près correspondant à 100, 150 pages sur ChatGPT. Lorsque vous devez aller sur des modèles, en tout cas des documents de taille plus importante, là je vous donne du coup, je vous montre une autre interface, donc qui s'appelle, hop, ça, donc, alors, Poe.com, c'est la cinquième application d'IA générative la plus utilisée au monde. La première, c'est ChatGPT. La deuxième, la Poe.com, moi, c'est une interface que j'aime beaucoup parce qu'elle me permet d'accéder à d'autres modèles. En gros, j'ai d'autres modèles de fondation. Il y a les modèles de GPT, mais par exemple, il y a Gemini qui a été développé par Google. Vous allez également avoir Mistral qui est développé par des Français. Donc, vous avez différents modèles et vous avez notamment accès à Claude 2, qui est le concurrent principal de ChatGPT. Et Claude 2 a un avantage, c'est qu'il peut absorber des documents jusqu'à 500 pages. Donc, vous pouvez résumer voilà, en quasiment 2-3 minutes un ouvrage de 500 pages dans n'importe quel sujet, n'importe quelle langue. Donc, vous voyez, en termes de management des connaissances également, il y a également, en tout cas, des enjeux importants. Bon, là, je passe là-dessus sur le reste des analyses. Alors, imaginons maintenant que je veuille faire, hop, donc, je vais me rendre sur une autre application. Là, je vais sur Gamma. Je me dis, super, j'ai envie maintenant de synthétiser ce document, enfin, en tout cas, ma note, là, du coup, dans un PowerPoint. Donc, l'idée, c'est d'avoir en tête que, bien entendu, les IA génératives sont capables de vous assister dans la création de n'importe quelle base de documentaire. Donc, si jamais je viens ici, je vais lui demander à partir juste d'une note de me générer
automatiquement un PowerPoint. Donc là, je viens chercher le texte. Hop, il m'a fait un petit résumé ici. Je vais coller ça au début. Hop, je viens derrière récupérer hop, la note, donc les éléments clés qu'il a retraités. Donc là, j'ai juste fait ça. Et donc, ayez-le en tête, là, par exemple, sur Gamma, vous pouvez soit générer une présentation de PowerPoint, soit le mettre en forme un document automatiquement, soit même générer une page web à partir d'une base documentaire. Je passe au détail. Là, je vais cliquer sur continuer. Il va venir me proposer différents types d'actions. Là, je l'autorise à générer, c'est-à-dire qu'à partir de ma base document, de la note que je vais donner, je l'autorise à rajouter du texte, rajouter des éléments complétés, condenser, je lui demande de condenser ou préserver uniquement le texte. Là, je vais le laisser assez libre, peu importe. Et là, je clique sur continuer. J'aurais pu préalablement enregistrer ma charte graphique, peut-être celle d'ailleurs de Sinov. Bon, peu importe, là, je vais choisir une par défaut. Et lorsque, une fois que j'ai choisi ma charte graphique, il me suffit ensuite de cliquer sur du coup générer. Alors là, juste, comme j'ai plein de choses ouvertes en parallèle, il va un petit peu ramer, mais vous allez le voir, c'est quand même assez rapide. Le gros avantage, c'est de vous dire toujours, voilà, tiens, je peux venir générer mes documents de présentation, mes slides de tout ça, de manière assez automatisée, grâce justement à ce type de solution. Gamma.app étant une solution parmi d'autres, puisque vous avez notamment un widget sur donc ChatGPT que je vous montrerai juste après, qui vous permet également de générer des PowerPoint directement dans votre conversation avec ChatGPT. Voilà, il met un peu de temps à tourner, je le laisse tourner. Je vais juste fermer, si ça y est, il a lancé. Je vous montre juste comment, voilà, comment là, ça apparaît. Donc, vous voyez, il va en direct écrire et constituer sa slide. Alors, il va rajouter des photos qu'il va venir soit chercher dans une base, soit il va pouvoir également les générer. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est que moi, en direct, là, je vais pouvoir modifier le slide soit directement dans l'interface, soit ensuite télécharger le slide au format PowerPoint et le laisser, et après moi-même, venir le modifier dans mon PowerPoint. D'accord? Donc, tout ça, Juste, Cyril, oui, je te coupe 2 secondes parce qu'il y a plein de questions. J'essaie de faire des filtres parce qu'on ne peut pas répondre à tout. Je suis désolé pour les gens, mais il y a une question, c'est est-ce que Gamma est-il intégré dans ChatGPT? non. Non, Ok, il n'est pas intégré dans ChatGPT. Par contre, le widget Smart Slide, je vais vous le montrer, vous permet ouais. de générer des PowerPoint, mais de manière un peu moins poussée. On utilise Gamma parce que Gamma, c'est vraiment, enfin, quand vous le prenez bien en main, c'est très puissant. Votre charte graphique, vous pouvez l'enregistrer. Vous avez des capacités de personnalisation, d'interaction avec l'IA qui vous permet de très vite personnaliser. Donc, ça vous fait, enfin, il y a un gain de productivité très important grâce à Gamma dans la production de PowerPoint, bien sûr, pour ceux qui ont des PowerPoint. Et le coût de l'abonnement, c'est quoi, grosse maille? Enfin, par rapport, j'imagine qu'il y Bien a, sûr, il y a bien plusieurs. sûr. Alors, je vais te montrer ça. Est-ce que je l'ai ici? Alors, il faudrait que. Alors, sauf qu'il est en train de tourner. Je pourrais que je vous remontrer. Mais en gros, on doit être sur quelque chose qui est de l'ordre entre 8 et 10 dollars par mois. D'accord, ok. Et dernière question que j'ai pu voir, c'est question que se posent beaucoup de gens, c'est au niveau des textes qui sont produits par ChatGPT ou d'autres solutions d'IA, est-ce qu'il y a des outils qui permettent enfin, je sais que ça existe, mais après, c'est la performance, de vérifier qu'un texte a été fait par Ouais, alors un ça, IA? j'insiste. Non, j'insiste sur ce point-là parce que en ce moment, là, on accompagne beaucoup d'écoles d'université qui se sont équipées d'outils. Ouais. Les éditeurs qui vous disent qu'ils peuvent détecter les textes générés par IA sont des menteurs et Mhm. des arnaqueurs. On ne peut pas aujourd'hui détecter un texte généré par IA. En tout cas, pas avec une grande certitude, pour une simple raison. Sur ChatGPT, d'ailleurs, la plupart des étudiants l'ont compris. Sur ChatGPT, si jamais je viens et que je lui donne mes trois précédentes copies, par exemple, je suis un étudiant, et je lui demande de m'écrire une nouvelle copie dans mon style en reprenant mes fautes d'orthographe, et ben l'IA va être capable de le générer. Et d'ailleurs, OpenAI avait créé un détecteur de texte parce que forcément, ils voyaient bien le business qu'il y avait derrière et ils ont dû le fermer, l'équipe de recherche a fermé, parce qu'ils ont dû constater qu'on n'était pas aujourd'hui en capacité de détecter un texte généré par IA. Alors bien entendu, à l'école ou quand vous avez des collaborateurs qui d'un coup, la veille, ne savaient pas écrire, le lendemain, arrivent des textes magnifiques avec plein de superlatifs qui sont un peu grossiers, vous allez le détecter rapidement. Mais si bien travailler quand une production sortie, elle est retravaillée, c'est impossible de savoir qu'un texte est généré par IA. Et d'ailleurs, c'est assez troublant parce que les mêmes détecteurs de texte générés par IA, quand vous mettez des textes qui, eux, sont vraiment écrits à la main, détectent des niveaux parfois de 50-75% de textes qui sont générés par IA, alors même que le texte est, lui, généré par être humain. Donc, vraiment,
tenez-vous à distance de ce type de solution, faisons le deuil de ce type, en tout cas, d'approche, ce qui n'empêche pas de se poser des vraies questions. Sur tout ça, on pourra du coup y revenir. Bon, je continue. Vous l'avez compris. Alors moi, mon but là, c'est surtout de vous montrer comment voilà, ce qu'on peut faire à grosse maille. Hein, c'est pour qu'on bascule bien sur l'ensemble des cas d'usage qui peuvent vous concerner. Je continue donc sur ChatGPT. Donc ici, c'est ce que je vous disais. Vous avez accès à un store des plugins. Donc ce sont des petits éléments que vous pouvez rajouter sur sur votre IA. Et notamment, hop, vous avez donc un plugin store et dans le plugin store, vous avez notamment un plugin qui vous permet de faire des diagrammes qui ensuite vous envoie sur Miro. Et normalement, non, dans le populaire, ici, vous avez le Smart Slide qui est ici. Smart Slide qui est un générateur de PDF ou de présentation PowerPoint directement dans la conversation. Donc, c'est le type de choses. Par contre, il y a un peu moins de capacité de personnalisation. Mais ChatGPT s'équipe de ce type de solution. Je viens après sur un dernier élément ici. Donc, tout ce qui va relever, oui. Alors, donc, deux éléments. Tout ce qui va relever donc de l'analyse d'image. Donc, ça, j'insiste sur cette dimension-là. Par exemple, là, c'était pour la Banque Populaire. On a intervenu pour la Banque Populaire. Je lui dis, OK, analyse ce visuel. Donc, je lui ai donné une image, d'accord? C'est donc une JPEG, et lui va être en capacité de venir analyser l'image. J'insiste sur ça. Imaginons que vous avez l'abonnement payant sur votre smartphone. Si vous prenez des notes à la main sur une page et qu'ensuite vous la prenez en photo, vous lui demandez de retranscrire votre prise de notes du coup à l'écrit, bien sûr, l'IA est capable de venir le faire. Si je prends en photo mon frigo pour lui demander ensuite de me dire quelles sont les recettes que je peux faire avec ce qu'il y a à l'intérieur de mon frigo, il va être également capable de le faire. Et ça, vous voyez, sur plein de sujets, notamment voilà, dans tout ce qui va être les travaux manuels. Si vous avez un vélo cassé, vous le prenez en photo, en photo, vous demandez à l'IA comment réparer, il va vous donner une procédure. Si vous prenez en photo ensuite votre boîte à outils, il va être capable de vous dire quel est l'outil dans la boîte à outils à prendre pour réaliser l'opération. Donc tout ce type de choses aujourd'hui, pas la science-fiction, on est d'accord, c'est des choses qui sont là. Et là, en l'occurrence, vous voyez, il a pris ma... Donc ça, c'est une JPEG, d'accord, c'est pas, il n'y avait pas de texte, tout ça. Et il est capable de venir m'analyser tous les éléments quasiment textuels qui sont à l'intérieur. Et par exemple, maintenant, si je lui dis, OK, génère une version manga de cette illustration, hop, donc je vais être en capacité de venir derrière, et ben vous allez voir, il va en tout cas reprendre cette image-là, reprendre l'idée et essayer d'en générer une image, puisque ChatGPT, dans sa version payante, est également capable de générer des illustrations. La génération d'illustrations, là, je passe le détail, hein, mais la génération d'illustrations fonctionne par l'apprentissage auto-supervisé, comme d'ailleurs pour le texte. Hein. C'est-à-dire que ce que l'IA était capable de faire avec le texte, elle est capable de le faire avec une image, puisque je peux me cacher des bouts d'images, de pixels, et essayer d'imaginer ce qu'il y a à la place au regard des pixels qui environnent, et j'apprends à créer de manière statistique des pixels. On va faire la même chose dans la vidéo, on va faire la même chose dans la musique. Donc tout ça, ce sont des choses en tout cas qui sont possibles et disponibles aujourd'hui. Donc Juste, voilà. Cyril, j'ai quelques questions par Vas-y, rapport à ça et c'est des sujets que je souhaitais aborder aussi. vas-y, Tu vas-y. nous parles le sujet de la protection intellectuelle, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut utiliser des photos disponibles sur Internet et s'en inspirer. Je pense notamment pour les architectes, et on a déjà eu des cas, on en a discuté avec Autodesk. Euh, le sujet de la protection intellectuelle, comment il est géré par ChatGPT, par exemple, et aussi un sujet aussi, je sais qu'il y a un abonnement spécifique, les données qu'on met dans ChatGPT, par exemple, si on met des comptes rendus ou des éléments de son propre travail, hein, qu'on soit un bureau d'études, etc., est-ce que c'est quelque chose qui va être rendu public et utilisé, qui peut être utilisé par d'autres personnes, puisque ça fait partie du corpus, je dirais, on va dire, qui est mis à disposition, ou est-ce qu'il y a un moyen, effectivement, de protéger, je dirais, son propre savoir-faire en créant, en fait, c'est un peu un GPT pour moi, je ne sais pas si tu avais prévu d'en parler, mais voilà, il y a ce sujet de la protection intellectuelle, je pense qu'il faut qu'on l'aborde parce qu'effectivement, on est beaucoup de professions, on va dire, intellectuelles, et je vois que les questions fusent sans trop Ouais. s'attarder sur le sujet, mais je pense que c'est un C'est point un, important à aborder. Mets-toi sous le petit coussin, s'il te plaît, j'ai point, peur que t'aies point froid. essentiel. Alors, du coup, effectivement, sur ce sujet de la propriété donc, intellectuelle, sachez que quand donc vous utilisez maintenant voilà, la version payante de ChatGPT, pareil sur la version payante de Midjourney ou autre, tout ce que vous produisez, en tout cas ces entreprises vous cèdent les droits d'utilisation de ces images.
Donc, je peux utiliser effectivement ces images-là. Le risque, c'est toujours ensuite d'avoir des images qui soient trop inspirées de la réalité. Donc, effectivement, on va avoir des interfaces comme Leonardo.ai qui me permettent de prendre une image, de venir la retravailler. Et là, il y a forcément des risques de propriété intellectuelle, même si on le voit de manière générale, on va rentrer quand même dans un moment où la notion même de propriété intellectuelle va devoir être revue. C'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui, donc là, notamment l'IA Act au niveau européen, etc., va de toute façon conduire à relativiser, en tout cas à revoir une partie de propriété intellectuelle. Mais si vous utilisez en tout cas des versions payantes de ces outils-là, par exemple sur ChatGPT, ça sera la même chose d'ailleurs avec Microsoft ou Google, alors d'ailleurs, vous bénéficiez même de leur protection juridique. C'est-à-dire que si quelqu'un vous attaque sur l'utilisation d'une image que vous avez générée sur leur plateforme, c'est leur service juridique qui vont venir vous protéger. Donc, on voit qu'il y a quand même, c'est un enjeu majeur parce qu'ils mettent des moyens sur le sujet. Après, bien sûr, j'ai les droits d'utilisation de ces images-là. Est-ce que je peux m'en sentir le propriétaire? Là, du coup, pas du tout. Cependant, donc il y a toujours quand même cette problématique-là. Et concernant maintenant les problématiques, effectivement, en tout cas, d'utilisation en tout cas de nos données. Si effectivement en tout cas, je me rends sur une de ces IA, donc par exemple sur ChatGPT, la version gratuite 3.5, je balance des informations. Le OpenAI s'autorise, bien sûr, à utiliser vos données pour réentraîner ces modèles. Alors j'insiste sur un point, ces modèles ne s'entraînent pas de manière continue, d'accord? Et ça ne m'égare pas de jour en jour. Ça, c'est un point important à avoir en tête parce que, bien entendu, c'est des modèles qui prennent beaucoup d'énergie pour être entraînés. Et donc, ce n'est pas des modèles qui se réentraînent tous les jours. On a eu le modèle 3.5, ensuite on a eu le modèle 4 au début d'année 2023, le modèle 4.5 en octobre, et là, on attendra le modèle 5 qui, a priori, va sortir à la fin de l'année. Donc, ce n'est pas des mises à jour en continu, mais par contre, ils s'autorisent à ça. Et même avec la version ChatGPT 4+, ils s'autorisent à utiliser vos données dans le réentraînement, ce qui ne sera pas le cas quand vous utilisez effectivement la version que j'utilise là, qui est la version Team. Là, ils sont mis en respect des règles de la RGPD. D'ailleurs, le siège maintenant européen de OpenAI est en Irlande. Et à partir de là, du coup, les données que je donne à l'intérieur de la machine ne sont pas réutilisées pour l'entraînement. Cependant, on a quand même des enjeux derrière ça, puisqu'on voit bien qu'il y a quand même des environnements sensibles et on n'a peut-être pas envie de donner certaines données, en tout cas, à des interfaces américaines, anglo-saxonnes. Et c'est pour ça qu'il se crée tout un mouvement, notamment français, de développement de nos propres solutions technologiques, notamment open source. J'y reviendrai peut-être après. Voilà un petit peu pour ça. Est-ce que j'ai répondu un peu aux questions? On est bon là-dessus? Oui, oui, il faut qu'on avance, mais c'était juste effectivement un point important. On ne peut pas Parfait. répondre à toutes les questions comme je l'ai mis dans le chat, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Mais merci Ouais. Cyril pour ta réponse. Bon, bah super. Donc, voilà à peu près les éléments. Et je termine juste dans les choses, parce qu'après, j'ai envie de passer effectivement pour essayer de prendre après un peu de recul sur les choses. Je termine avec un dernier élément. Tout ce qui va être analyse, par exemple, de données. D'accord? Par exemple, là, j'insère un tableur Excel. Je lui dis, OK, génère la courbe. Alors, je vais même lui donner d'abord. OK, analyse ce document. Hop, et là, il vient derrière analyser donc, le tableur Excel. Alors, sachez qu'il peut aussi lui-même générer des tableurs Excel, d'accord? Donc, tout ce qui va être analyse de données. J'insiste sur ces dimensions-là, c'est pour vous dire que finalement, bah, un abonnement de ChatGPT aujourd'hui, c'est 18 euros par mois. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que du coup, ben, quand je m'équipe d'un ChatGPT, je suis à côté de moi un créateur graphique qui est capable de créer des images, des illustrations. J'ai une IA qui est capable d'analyser des pièces jointes, de synthétiser des documents, qui est capable de venir faire des recherches web, qui est capable de venir écrire dans n'importe quel style avec n'importe quelle expertise, qui est pas capable de faire de l'analyse, notamment de tableur Excel. Et vous allez voir, là, en l'occurrence, il me dit, bah voilà, les éléments. Alors, je vais lui dire, OK, génère donc la courbe du chiffre d'affaires. Alors, je vous parle de ce détail, il est basculé en anglais. C'est souvent quand on utilise le module code interpréteur, il peut se retrouver à basculer en anglais. Ceux qui sont moins à l'aise avec ça, après, vous pouvez lui demander de traduire son texte, bien entendu. Et là, je lui dis, OK, génère la courbe du chiffre d'affaires. Alors, normalement, c'est revenu. On va voir si avec chiffre d'affaires, il le prend. Et vous allez voir, il est capable de générer derrière également, donc du coup, des graphiques où je peux lui dire, OK, bah maintenant, j'aimerais augmenter de tant de pourcents ou de telle hypothèse, ou modélise-moi tel élément, de venir faire des histogrammes ou de me remodéliser un tableur Excel, de venir le régénérer. Donc, toutes ces parties-là, analyse de données, data science, va être également derrière disponible. Je clôture là-dessus. Comme ça, après, je vais pouvoir repasser moi sur ma présentation. Donc, vous voyez ici à l'intérieur.
J'insiste sur ce point-là. Dernier élément, et ça, je vous le montre rapidement. Il y a une semaine ou deux, je ne sais plus, j'ai été invité par l'AG de produits en Bretagne, du coup, qui m'a invité pour venir faire justement une conférence. Et du coup, à l'intérieur, donc je suis venu. Alors, est-ce que je l'ai? J'ai tout ici, là, je suis en train de vérifier. Non, je ne l'ai pas ici. Bon, bref, je lui ai fait générer, en gros, en l'espace de moins de 20 minutes. Mon enjeu, c'était uniquement en utilisant un navigateur web, uniquement en utilisant le langage naturel, donc poser des questions à la machine et en combinant certains outils. Je lui ai demandé de générer, enfin, j'ai réussi à générer un projet d'entreprise qui s'appelait Graphic Gwenadou. J'ai généré une publicité, donc un script de publicité avec voilà, un déroulé. D'ailleurs, je crois qu'il apparaît ici. J'ai le script de publicité ici. Et je lui ai demandé pour le script de la publicité, ensuite, de venir, hop, ici, voilà, ici, de me générer les visuels de chaque plan, puis la musique rap. Donc, il y avait un rap à faire, hip-hop, avec une musique, une bande-son, etc. Donc, je l'ai fait générer. Et donc, j'ai généré l'ensemble des éléments de ma publicité dans ce temps-là. Et effectivement, dans le même temps, j'ai créé ce qu'on appelle un GPTs. Alors, le GPTs, j'y reviens rapidement, mais ça va être un point important. Alors, j'aurai un peu moins de temps là-dessus. Et donc, l'objectif, c'était de créer un robot qui allait me permettre de venir interagir avec ma marque, notamment. Et enfin, j'ai terminé en créant le business plan complet, le PowerPoint. Et tout ça en moins de 20 minutes. Donc, forcément, ce que je veux vous dire, c'est que la même chose que j'ai faite dans ce temps-là, et d'ailleurs, le clip vidéo, je peux vous le montrer, hein. Le clip vidéo, alors, je ne suis pas sûr que vous allez entendre la musique, puisqu'on est en visio, mais en gros, le clip vidéo là, que je vous montre, là, il n'y a pas une seule chose qui a été faite par être humain. D'accord? Je sais pas, Julien, tu me dis, attends, est-ce que tu entends la musique? Attends, tu vas me dire si tu entends la musique. Dans l'art de la T'entends? Bretagne, à l'art nouveau, Ouais, ouais, c'est bon. où les rues racontent des légendes en couleur et en rythme. Trafic la diffusion de traditions et d'urbanité. Chaque fresque une histoire, chaque ligne un héritage. Gwenadu dans l'âme, urbain par nature. Rejoignez le mouvement, laissez la légende s'écrire. Vous voyez, donc c'était une marque, bref, qui devait faire du street art dans l'univers breton. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que vous venez de voir là, ça a été produit en moins de 20 minutes. Et il n'y a pas une illustration qui est vraie, il n'y a pas une vidéo qui est vraie. En gros, la vidéo, comment je l'ai faite, j'ai généré un visuel sur ChatGPT, puis après, je l'ai mis sur un IA qui s'appelle Runway. Et Runway, je lui ai dit, bah, tiens, là, il y a des vagues ici, j'aimerais que tu crées un mouvement de vague. Il a créé le mouvement de vague, hein. Donc, tout ça, aujourd'hui, alors, hop, je coupe le son pour ne pas vous le montrer, mais par exemple, ici, vous voyez des vagues en fond, là, ou les mouvements des nuages. Tout ça, c'est entièrement généré. La musique est générée par IA, la voix est générée par IA. Donc oui, ce qu'il y a aujourd'hui, le moment qu'on est en train de vivre, c'est un moment où plus aucune production intellectuelle humaine n'est pas à la portée de la machine. Et donc, je termine avec les GPTs parce que c'est effectivement un sujet qui va être aujourd'hui très important. Vous allez avoir la capacité aujourd'hui de créer vos propres robots. Ok. Typiquement, si aujourd'hui je veux créer le Sinov GPT, hop, et je viens ici lui dire, bah voilà, le bot de la fédération voilà, Sinov. Je lui donne des instructions, je lui dis voilà comment, dans quel style je veux qu'il parle, etc. Et qu'à un moment donné, je lui charge par exemple, je sais pas moi, je sais pas moi, vos statuts, certains éléments du site web, etc. Que je me place ça en pièces jointes. Je peux dire à l'IA ensuite de répondre aux questions qui vont lui être posées concernant Silov uniquement par rapport à sa base de connaissances. Ce qu'on fait là, c'est ce qu'on appelle du RAG, donc du Retrieval Augmented Generation. C'est-à-dire que je prends mon moteur d'IA, là qui est en l'occurrence ChatGPT, et je viens le contraindre sur ma base de connaissances pour faire en sorte qu'à la fin, le bot ne réponde aux questions que je lui pose que par rapport à un domaine de connaissances que j'ai du coup circonscrit. Vous imaginez bien entendu les capacités derrière qu'il y a en termes bien sûr de relations clients, d'interaction, mais pas que. Parce qu'en réalité ici, vous allez pouvoir, par exemple, en interne, nous, on a la version team. Donc moi, on a des collaborateurs, je ne sais pas, qui ont créé un chat GPT pour automatiser la génération de factures ou pour automatiser la génération d'un devis, ou pour provoquer, je sais pas, ou pour créer par exemple des posts sur les réseaux sociaux relatifs à la marque Polaria. Et tous ces GPTs-là, ben, je peux du coup y avoir accès ensuite très facilement, notamment en cliquant, alors là je ne les ai pas là, mais en faisant des arrobases, je vais pouvoir appeler dans ma conversation avec GPT-4 mes autres assistants. Et donc, on est capable de créer des armées d'assistants qui sont capables de venir de manière spécialisée et hyper poussée interagir dans nos environnements. Donc ça, on n'est qu'au tout début de cette vague-là et on va vraiment vers quelque chose qui va
a priori ressembler à ce qu'on appelle en IA, vraiment les multi-agents. C'est des espaces où en fait, ce n'est pas une intelligence artificielle que vous allez utiliser, mais des ensembles d'assistants sur lesquels vous allez avoir accès à différents endroits. Bon, je termine là-dessus, sur cette partie-là, parce que j'aurais voulu partager plein d'autres choses. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est rapidement de revenir sur un peu la... Juste, on a eu deux, trois questions rapides. Vas-y. La propriété intellectuelle, quand on fait un GPTs, bon, c'est un peu, tu l'avais un peu répondu, mais c'est juste pour répéter, quand on crée effectivement son propre jeu de données, comme tu l'as montré pour créer son Ouais. propre bot, propriété intellectuelle. Et j'ai vu que par rapport à la vidéo que tu as présentée, on a eu quelques questions. Quel était logiciel utilisé pour faire les vagues, tout ça? Enfin, Ouais, alors là, alors, le Renouer ML pour... alors d'ailleurs, bah, ce que je peux faire d'ailleurs, c'est vous donner... Alors, vous pouvez vous rendre, je vous le dis ici, hop, sur... donc c'est une plateforme que nous, on a créée, guide.polaria.ai, donc c'est une plateforme gratuite et sans inscription, où on répertorie, nous, en continu, les meilleures IA génératives du moment. D'accord? Donc, il vous suffit de vous rendre là pour avoir accès notamment à tous les outils que je vous ai montrés et du coup, différentes ressources. Et l'autre question, Julien, c'était quoi? C'était... les propriétés intellectuelles, quand on fait son Oui. GPTs. Oui, alors sur le GPTs, effectivement, quand on crée son GPTs, là, alors, le problème, c'est que c'est lié en réalité au compte ChatGPT que tu utilises. Parce que si tu as le GPT 4+, dans les paramètres, on a un flou. Il est possible que OpenAI s'autorise à utiliser du coup les données, alors que pour réentraîner son modèle, alors qu'un GPT créé avec un modèle GPT-4 Team, lui, est bien protégé par ce qu'on a dit, en tout cas contractuellement, OpenAI s'engage à ne pas réutiliser les données pour entraîner le modèle. Ok. C'est la question qui a été posée. J'ai répondu. Effectivement, l'abonnement Team, on est censé effectivement être protégé par rapport à ces données. C'est ce que tu disais, Cyril. Parfait. Et effectivement, si on utilise un GPT plus ou autre, effectivement, il y a un flou artistique. Donc voilà. Mais effectivement, je pense qu'il faut prendre le temps de regarder les conditions générales sur OpenAI, qui doivent être un peu imbuvables. Je ne les ai pas lues personnellement. Mais Oui, effectivement, il y a. nous, on a Julien, une- oui. Julien, je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, parce que ça tourne beaucoup autour de la propriété intellectuelle et ça nous concerne en premier lieu. Ah Donc ouais, non, mais de peut-être toute façon, que moi, la commission IA de la Fédé va travailler beaucoup sur ces sujets puisque c'est nos métiers. Mais on fera un aparté, mais tu as raison de le souligner. On pourra faire peut-être un webinaire dédié à ça. ouais, avec un juriste. Ouais. Ouais. Bien. En tout cas, voilà, sujet passionnant et c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions. Il y a l'IA Act d'ailleurs qui arrive et donc effectivement, il y a des choses en tout cas sur le sujet. Alors, la question que je pose là du coup, c'est de me dire qu'est-ce qui est finalement à la portée de l'IA. Donc, je vous ai montré, on peut rédiger des notes, des textes, lire, résumer, synthétiser des documents, conduire des recherches sur Internet, analyser ou créer des tableaux de données, générer des images, des photographies, générer des documents, des présentations, des slides, générer des designs ou des interfaces. Ça, je ne l'ai pas montré. On peut créer des vidéos, des montages vidéo complets. Et en fait, à ça se rajoutent plein d'autres choses en réalité. Si j'aurais pu vous montrer comment, par exemple, vous pouvez maintenant automatiser la génération des comptes rendus de réunion. D'accord? Aujourd'hui, vous avez pu faire vos comptes rendus de réunion. Donc là, bah, comme je vois qu'il y a des gros yeux qui sont là-dessus, tldv.io, je vous conseille TLD, nous, c'est ce qu'on utilise, tldv.io. Donc, c'est une IA qui vous permet d'automatiser les comptes rendus de réunion. Vous allez avoir, je sais pas moi, la génération d'environnement 3D. On a même la génération de jeux vidéo uniquement par l'écrit. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, là je ne vous ai pas montré, mais j'aurais pu générer entièrement un site web HTML et CSS directement dans ChatGPT, puisqu'il maîtrise l'ensemble des langages informatiques. Ce qu'il faut avoir en tête, bah oui, c'est que des compétences qui nous semblaient hyper importantes avant, je ne sais pas, être un développeur web, un développeur mobile, un développeur full stack, être un développeur de jeux vidéo ou être un data scientist, c'était des métiers qui avant ChatGPT ou l'ère des IA génératives étaient des métiers d'avenir. Aujourd'hui, bah, on peut se poser cette question-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le vrai point dans tout ça, il y a une vraie question, c'est qu'est-ce qui est à la portée de l'IA? Et en fait, quand on commence à faire l'ensemble, la réalité, c'est que la question, elle n'est pas bonne. La question, c'est qu'est-ce qui n'est pas à la portée de l'IA? C'est ça le vrai point duquel il faut en réalité partir. Et ça s'inscrit dans un environnement plus global qui est que euh, la vague technologique qu'on est en train de vivre, elle est en train de s'accélérer. D'accord? Ça, ici, je vous montre des prompts. C'est le prompt que vous avez en haut, là, les images que vous avez dans la première ligne en haut. Elles ont été générées par Midjourney en avril 2022. En dessous, vous avez le même prompt, la même commande passée à la machine en avril 2023, un an plus tard. L'écart de qualité d'image entre la photo du haut et les photos du dessous, c'est le rythme d'amélioration des IA en un an. Et ça, c'est vous dire juste que tout ce que je vous ai montré là, on n'est qu'au début.
On ne fait que commencer. Parce qu'on commence juste l'automatisation. Les objets connectés sont en train de se diffuser. On a maintenant les systèmes qui vont être d'interconnexion, notamment les GPTs. On a ce qu'on appelle les IA multimodales qui arrivent, les IA hybrides également qui couplent les systèmes statistiques avec des systèmes logiques. Bref, je vous passe ce détail. Ce que je veux vous dire, c'est ce que je vous ai montré, ça va être de toute façon dans 3 à 6 mois déjà la préhistoire. Le modèle 5 de GPT qui nous est annoncé va être incroyablement puissant. Donc on est vraiment dans une vague qui ne fait que commencer, notamment parce qu'énormément d'argent est en train d'arriver dans ces environnements-là. Et tout ça, ça m'amène à un point essentiel, c'est le paradoxe de Moravec. Ça, c'est le pourcentage de tâches qui vont être modifiées ou automatisées à horizon de 3 ans. Donc, vous voyez, il y a des métiers ou des professions qui vont être plus impactés par l'IA que d'autres. Ça, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Le paradoxe de Moravec, il explique une chose assez simple qu'on connaît en technologie depuis longtemps. Il est plus facile de reproduire le fonctionnement cognitif complexe d'un adulte que le mouvement simple physique d'un enfant. Pourquoi? Tout simplement parce que contrairement à ce qu'on pensait, notre organisation sociétale est organisée là-dessus pourtant, et d'ailleurs avec la hiérarchie des diplômes et autres, on pense, société de Descartes, que notre intelligence, notre cognition est la chose la plus élevée chez l'être humain. Sauf que ça, d'un point de vue biologique, c'est faux. Biologiquement, notre cognition n'a que quelques milliers d'années et c'est en fait un outil assez rudimentaire. Et donc, nous, espèce innovatrice, qu'est-ce qu'on fait? On a copié la nature, alors on a copié les gestes un peu grossiers, ça a donné la révolution industrielle grâce aux machines à vapeur et autres. Puis maintenant, on a copié le deuxième truc qui était le plus simple à copier chez nous, qui était notre cognition. Il y a deux choses qui sont beaucoup plus complexes à copier chez l'être humain, qui sont l'interaction humaine, parce que notre capacité d'intelligence collective a des centaines de milliers d'années de façonnement, donc c'est un outil biologique ancien, et notre corps humain, les mouvements fins. C'est essentiel, parce qu'en fait, le paradoxe de Moravec, il dit bien que dans les 3, 5 à 10 ans, ce sont les tâches intellectuelles qui vont disparaître, et que les métiers d'avenir, les activités d'avenir, sont les métiers manuels ou d'interaction humaine. D'accord? Donc ça, c'est un vrai changement sociétal et en termes de valeur d'entreprise important. En même temps, bah oui, j'entends, si jamais on se dit que dans l'univers du conseil, notre activité, c'est de produire de la production intellectuelle, bah, j'ai envie de vous dire, bah oui, là, il y a des risques, a priori, qu'une partie de votre activité disparaisse. Par contre, si vous vous dites que non, votre activité, c'est celle de l'interaction, de la compréhension du besoin client, de l'interaction humaine, d'aller justement dans des environnements complexes, et ben vous êtes là dans un champ qui, oui, lui, a potentiellement de la valeur et au contraire, encore plus de valeur, parce que la valeur économique va se déplacer. Et ça, je le mentionne, hein, parce qu'on a notre cher Elon Musk qui avait cherché à automatiser entièrement les chaînes de production automobile. En 2018, il avait lancé en grande pompe son usine en Allemagne. Et ce qu'il n'a pas dit, c'est que pour du coup réussir à livrer tous les véhicules, ils ont dû installer des tentes à côté où des êtres humains venaient finaliser eh bien, les voitures parce qu'on s'apercevait que les robots, même le plus poussé au monde, n'étaient pas capables des mouvements fins humains, avec cette phrase d'Elon Musk qui dit que les humains sont sous-estimés. Alors, je pense qu'il a confondu, c'est que lui sous-estime les humains parce que, sauf qu'il faut juste les bien considérer quelles fonctionnalités biologiques on considère. Et donc, je termine moi avec 9 réflexions, comme ça on va pouvoir être vraiment dans l'interaction et l'échange. Je vais passer assez vite, mais au moins je vous partage un certain nombre d'éléments. Le premier, ne tombez pas, s'il vous plaît, dans le piège de l'animisme industriel. L'animisme, vous savez, vous avez des aspirateurs chez vous, automatiques, qui, vous leur donnez un petit nom. Vous savez, vous les placez entre la plante et l'animal de compagnie. On a tendance un peu à leur attribuer une pensée, une conscience ou des choses comme ça. Ça, c'est l'animisme industriel. Là, je vous donne un article, c'est en 2017. Un aspirateur tombe dans une fontaine. Et il y a des articles, hein, là c'est Intelligencer, mais dans Le Monde et dans le New York Times également, où des gens se posent une question, c'est a-t-on assisté au premier suicide d'un robot qui a voulu s'extraire de la domination capitaliste humaine? La question, du coup, est posée. Mais en fait, la réalité, c'est que non, il y a eu un bug dans le système. Bien sûr, le robot est tombé. Et l'autre truc, c'est que vous imaginez que si sur des systèmes simples, on commence à leur projeter des croyances du coup de conscience, ça va être encore pire avec ce type d'IA qui donne le sentiment d'intelligence. Non, elles sont puissantes, incroyablement. Elles vont révolutionner plein de choses, mais elles n'ont rien à voir ni avec la conscience, ni avec l'intelligence humaine. Donc, s'il vous plaît, ne dites pas bonjour ou s'il te plaît à ChatGPT, tout comme vous ne lui dites pas merci. Parce que je crois que quand vous utilisez PowerPoint, par exemple, vous ne dites pas ce type de choses, bah, vous ne dites pas la même chose à ChatGPT, notamment parce que ça évite de tomber dans l'animisme, mais deux, ça évite de polluer les prompts, car vous devez être efficace dans les commandes passées à la machine. Deuxième élément, Juste un point, Cyril, à ce sujet, parce que j'ai lu pas mal d'articles justement sur ce qu'on appelle l'IA générale. T'en penses oui, quoi, toi?
où en fait les IA à terme pourraient avoir une conscience, où ils font Ouais, le alors sauf parallèle que entre notre cerveau et l'IA. ouais, c'est que la problématique de ça, c'est que scientifiquement, personne n'est capable de définir ce qu'est la conscience humaine. Et donc, la problématique de toute la Silicon Valley, c'est qu'elle nous dit, ah, on va dépasser la conscience humaine, sauf qu'ils sont eux-mêmes incapables d'expliquer ce qu'est la conscience humaine. Aucun chercheur à travers le monde, d'ailleurs, n'est capable de définir ce qu'est en réalité et comment fonctionne la conscience humaine et même l'intelligence humaine. Et donc, le problème, et d'ailleurs, c'est pour une grande partie de la Silicon Valley a ce problème qui est qu'ils lisent beaucoup de science-fiction. Moi, j'adore la science-fiction, j'en lis beaucoup, sauf qu'eux ne lisent que de la science-fiction. Et leur problème, c'est qu'ils se sont forgés un imaginaire qui n'est lié que à ça. Et par exemple, Elon Musk pense que nous sommes des robots qu'on peut venir dépasser. Moi, ce que je dis, et c'est une grande partie du courant, Yann Lequin chez Meta va avoir cette approche-là, c'est dire attention, on est face à des systèmes qui sont d'une autre nature que nous, mais rien à voir avec nous. Et le deuxième élément, c'est est-ce que l'IA peut venir nous détruire, venir prendre le contrôle et nous faire disparaître? Sam Altman, le patron d'OpenAI, a publié des chroniques sur le sujet, nous disant que bah voilà, l'IA était au même risque que le risque nucléaire ou que le risque, que le risque nucléaire et que le risque d'épidémie. Ce qui est intéressant, c'est que dans les trois enjeux existentiels pour l'humanité, il ne place pas du coup l'écologie. Alors c'est intéressant parce que du coup, le réchauffement climatique n'apparaît pas dans les risques. Est-ce que c'est parce que ces IA-là consomment beaucoup d'énergie pour être développées qu'on met ça sous le tapis? Et certains scientifiques ont cependant pointé du doigt un point important. Lorsqu'on parle d'un risque existentiel, alors c'est nucléaire notamment et du coup d'épidémie, scientifiquement, on est capable de dérouler un fil qui explique comment une catastrophe nucléaire pourrait venir à éradiquer effectivement l'humanité. Aucun scénario n'existe de ce type-là avec l'IA. On n'est pas du tout, personne n'est capable d'expliquer comment une IA pourrait un coup prendre le contrôle ou je sais pas quoi. Donc je crois qu'il faut vraiment couper avec ça, distinguer les choses. Et en même temps, ça nous permet juste de regarder la machine pour ce qu'elle est, quelque chose de puissant, de différent de nous, et de vraiment nous positionner différemment vis-à-vis de ça. Du coup, moi, ça m'amène à ce deuxième point. En tout cas, là, je parle sur les 2 à 3 prochaines années. L'intelligence artificielle, elle ne va pas vous remplacer. Par contre, vous pourriez l'être par quelqu'un qui la maîtrise. Et ça, c'est un enjeu. Je le vois dans beaucoup d'environnements. Il ne faut pas rester comme un lapin devant les phares d'une voiture. D'accord? Il est important, en tout cas, de s'en emparer sans cependant se précipiter. Bien sûr, cette illustration a été générée par IA. 3, la thématique des compétences. Quel impact va avoir l'IA sur les compétences? Alors nous, on s'apprête à lancer d'ailleurs, je vais lancer demain une chaire de recherche sur l'impact de l'IA sur les organisations et le management. On s'est associé Polaria avec une école d'ingénieurs Lisen et une école de design Strat pour travailler sur ce sujet-là. D'ailleurs, j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de travailler avec Sino sur ces sujets-là. Et on a le sujet de la compétence. Qu'est-ce que la compétence au XXIe siècle? Alors, je fais juste un parallèle. La calculatrice, quand elle est arrivée dans nos environnements, elle a fait baisser le niveau moyen en calcul. Par contre, l'arrivée de la calculatrice a augmenté le niveau moyen en mathématiques. Parce que l'énergie cognitive que j'utilisais plus à faire du calcul, je l'ai utilisée à peut-être utiliser ou à prendre en main des sujets complexes. À ce stade-là, on n'a pas suffisamment de recul. Mais les premiers éléments qu'on a commencé à poser nous disent que les compétences dont on va avoir besoin pour nous, pour nos collaborateurs, pour nos environnements, c'est bien sûr les capacités d'interaction sociale, de par le paradoxe de Moravec, tout ce qui va relever la curiosité dans un environnement foisonnant qui se démultiplie chaque jour, la créativité, la pensée critique, le recul éthique et tout ce qui va relever du prompt engineering, la capacité à interagir avec la machine. Point numéro 4, on entre dans une ère vraiment conversationnelle. Alors là, j'aurais pu vous parler de plein de choses. Bien sûr, l'IA va. C'est pas vous qui allez aller à l'IA. L'IA vient à vous. Elle intègre les moteurs de recherche, elle va intégrer les suites Office. Et ayant en tête une chose, c'est que l'IA pourrait potentiellement être l'un des antidotes aux écrans. C'est, là, il y a le Human Pin et à côté, c'est le Rabbit R1. Ce sont deux systèmes qui se proposent par la voix de venir interagir avec du coup nos environnements. Et du coup, là, par exemple, le petit badge que vous avez, le Human Pin, est capable de réagir donc, à la voix, appelle telle personne, ou quand je reçois un appel, je peux mettre ma main devant le badge, et le badge projette sur ma main qui appelle, et je peux venir interagir directement. Donc, j'ai plus besoin d'écran, et je peux interagir. Ça, c'est un point important parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que tout l'univers des interfaces, avoir des menus, des boutons pour naviguer dans des interfaces, tout l'UX et l'UI design, ne s'est développé que pour compenser un défaut technologique, qui était que la technologie ne nous comprenait pas, il fallait qu'on la prenne par la main pour l'amener là où on a envie d'aller. Alors qu'en réalité,
si à l'ère de l'IA générative, la machine est capable de me comprendre, alors bah, j'ai plus besoin d'interface de navigation. Les seuls écrans dont j'aurais besoin, ce sont des écrans pour afficher des informations. Et je le dis, c'est pas juste des nouvelles générations qui vont s'en emparer. Le ChatGPT est en train d'intégrer un grand nombre de véhicules, les DS, les Renault, Tesla va intégrer son IA Grok à l'intérieur. Et donc, peu à peu, dans les mois là, qui arrivent, on va s'habituer à parler avec notre voiture par la voix. 50% des recherches web aux États-Unis se font déjà par la voix. Et je mentionne les nouveaux outils, le nouveau smartphone Samsung S24 qui va sortir cette année permet d'avoir une traduction instantanée. Je peux appeler un interlocuteur chinois, il m'entendra en chinois lui parler, et lui, quand me répond, je l'entendrai du coup en français. D'accord? Donc tous ces éléments-là, on le voit, est en train de transformer fondamentalement énormément de choses dans nos environnements, avec le fait que c'est en train de se diffuser, d'intégrer nos environnements et de nous acculturer de manière très vite. C'est la courbe de diffusion des IA génératives que je vous ai montré tout à l'heure. Bien sûr, tout ça se place dans un cadre plus global de jeu éthique. Je ne vais pas avoir le temps de tous les passer aujourd'hui, mais sachez que quand on commence à poser une matrice sur les enjeux éthiques, on va aller ben voilà, de la problématique des compétences à quelle interaction homme-machine. Ce n'est pas la même chose d'être quelqu'un qui utilise l'IA dans le cadre de son travail ou d'être managé par une IA. Réfléchissez, dans un lab, notamment dans les grands hangars d'Amazon, il y a des gens qui sont managés par des IA. C'est l'IA qui dit aux êtres humains où ils doivent aller et prendre quel colis. D'accord? C'est peut-être pas la même chose si jamais je dote les personnes d'une IA qu'ils utilisent ensuite pour optimiser leurs déplacements ou leurs recherches. Donc, il y a un rapport d'aliénation à la machine qui va être, en tout cas, venir nous interroger. Et bien sûr, il y a des dimensions écologiques. Mais sur ce point-là, le sujet de l'écologie n'est pas le sujet de l'IA. C'est le sujet du numérique au global. C'est vraiment l'ensemble de cet environnement-là qu'il faut venir interroger. Tout ça, ça se décline dans des enjeux qui sont également géopolitiques, économiques, sociaux et culturels. Bien entendu, on a besoin d'avoir nous-mêmes nos propres technologies en France et en Europe. On est plutôt sur une bonne voie sur le sujet. Contrairement à d'autres époques, on est passé avec le plan calcul à côté de l'informatique. On est passé avec le Minitel à côté d'Internet. Là, on a pris une voie qui était un peu moins centralisée et étatique et plutôt une voie qui fait confiance aux acteurs européens. Et il y a des vraies initiatives qui font qu'on a des modèles qui nous permettent aujourd'hui, par exemple, nous, on travaille pour le ministère de l'Intérieur, la Gendarmerie nationale, on aide à développer, déployer ce type de solution. Eh bien, aujourd'hui, on a des modèles open source qu'on peut venir placer sur des espaces sécurisés. Donc, aujourd'hui, on ne fait pas que déployer ChatGPT, on a bien des solutions françaises, européennes, qui sont en train de se déployer. Et ça, c'est un enjeu parce que vous avez vu tout le potentiel de ces machines. C'est également un enjeu culturel. Ça, je le mentionne, c'est l'article qui est tout en haut à gauche. On a entraîné deux IA. L'une sur le Wikipédia chinois, qui est censuré en Chine. L'autre sur Baidu, qui est validé par la Chine. Et on a posé des questions aux IA, aux deux IA, sur leur rapport à la démocratie. Et la première associait la démocratie au terme de stabilité, de prospérité, alors que le deuxième associait démocratie au terme de chaos. Donc on voit que ces IA ne sont que finalement que des biais inscrits dans du code et des données. La question pour nous, c'est ce que nous on veut en tant qu'Européens, mais aussi pour nous et pour nos enfants, nos petits-enfants. Est-ce qu'on veut, quand on va accéder à notre histoire, quand on va accéder à nos connaissances, passer par des fils qui sont anglo-saxons ou chinois, ou comme le disait tout à l'heure Julien, avec une maîtrise de la langue qui est plus dans certaines dimensions, pas forcément françaises, ou est-ce qu'on veut que nos propres cultures, nos propres langues vivent du coup à l'intérieur? Et tout ça, une fois que je vous ai passé les enjeux globaux et ces enjeux-là, ça se décline pour chaque organisation, pour chacun d'entre vous, dans une matrice auquel il va falloir se poser des questions. C'est quelle interaction, collaboration humain-IA vous voulez chez vous? Quelle formation des employés? Quel mécanisme de signalement en interne? Quelle transparence dans votre utilisation des IA? Quelle voilà, éthique de la responsabilité en interne? Et comment développer une IA de confiance? Parce que bien entendu, je ne vais utiliser ces IA que si j'ai confiance en elles ou dans leurs résultats. Et avant de passer du coup aux questions-réponses, comme ça va nous laisser du temps pour interagir, je termine avec deux points. À l'ère de l'IA, nous, voilà, on accompagne vraiment les aspects en tout cas de transformation. Moi, je vous ai montré beaucoup d'applications d'IA générative. Il y a cependant différentes modalités pour déployer des IA génératives au sein des organisations. On va, certaines organisations qui viennent nous voir, effectivement, on leur dit, vous prenez un chat GPT 4 Team, ça va vous suffire, vous allez pouvoir gérer pas mal de choses. Il y en a d'autres qui ont besoin de venir automatiser des choses. Tant mieux, on est rentré dans une ère où il y a un croisement entre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle et le no-code, donc toute cette partie du développement informatique qui permet à des gens sans connaissance informatique de développer des systèmes. Là, aujourd'hui, les capacités à automatiser
de manière quasiment autonome, une grande partie même des logiciels que vous utilisez par ailleurs, il y a des possibilités incroyables pour adapter et développer vraiment des systèmes sur mesure à vous. Ensuite, on arrive dans ce qu'on appelle le RAG. Donc, c'est voilà, génération augmentée de récupération, voilà, Retrieval Augmented Generation. Ça, retenez ce terme, ce sigle-là, c'est l'enjeu vraiment des mois qui arrivent. Chaque organisation va s'équiper de son RAG parce que vous allez vouloir, vous, qu'une À IA très puisse bientôt. accéder à vos Au connaissances revoir. pour générer des notes ou autres. Au revoir. Typiquement, nous, on travaille pour le ministère de la Transition écologique, par exemple, et on a développé un système qui s'appelle Ogma. Bah, ils ont développé, déversé à l'intérieur toutes leurs connaissances, toutes leurs notes à l'intérieur. Et maintenant, bah, les collaborateurs de l'organisation peuvent à tout moment demander à la machine, dire qu'est-ce que notre documentation dit sur tel ou tel sujet. Écris-moi une synthèse maintenant sur tel sujet, ou fais-moi une note en anglais à destination d'un partenaire voilà, international. Et donc, tous ces éléments-là de travail, etc., sont aujourd'hui disponibles. Et ça, pour faire ça, il faut juste le plaquer finalement une IA sur une base de connaissances. Le GPTs en est un format et il y en a plein d'autres qui, suivant le niveau de sécurisation que vous voulez. Et ensuite, on va avoir tout ce qui relève des fine-tuning de modèles ou des créations de modèles. Là également, ça se démocratise beaucoup, la capacité de développer vos propres modèles d'analyse, des choses qui vous permettent, vous, de venir de développer, je sais pas, un modèle de langage qui vous soit adapté à votre organisation, à votre manière de faire. Enfin voilà, toutes ces choses-là sont en train de s'automatiser. On accompagne, je sais pas moi, dans l'univers aujourd'hui de la réponse aux appels d'offres publics. Ben, on développe en ce moment une plateforme qui va permettre d'automatiser la réponse, en tout cas les pré-réponses à des appels d'offres publics ou à n'importe quel d'ailleurs appel d'offres. Vous imaginez, vous insérez les pièces du marché en entrée, la base, le système à connaissance de vos anciens appels d'offres, de vos anciennes réponses, mais aussi des CV des personnes internes. Et à la fin, il est capable de vous faire déjà un package en 5 minutes, une première proposition que vous allez pouvoir vous reprendre. Vous imaginez les gains de temps, bien sûr, gagnés derrière. Et tout ça se termine avec une perspective vers quoi on va. Est-ce qu'on va vers un remplacement de l'humain? Est-ce qu'on va vers une domination de l'humain? Est-ce qu'on va vers quelque chose qui va plutôt réhumaniser? Est-ce qu'on va vers une augmentation des inégalités ou un humain augmenté? Les chercheurs travaillent là-dessus. Nous, notre chaire de recherche va travailler là-dessus, mais on en a d'autres. Laboria, également, de Yann Ferguson, avec qui on travaille également, travaille sur ces sujets de scénarios. Moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut rentrer dans une ère où on va plutôt profiter des technologies pour réhumaniser. Moi, bah là, je pense notamment au paradoxe de Moravec qui va dépasser une partie de la valeur économique. Tout ça va nous dire aussi une nécessité de repenser nos activités, alors globales d'ailleurs, mais aussi économiques. Et peut-être que dans certains endroits, on a besoin de high-tech. À d'autres endroits, on a besoin plutôt de low-tech parce qu'on n'oublie pas qu'il y a une vague également écologique derrière nous. Et il y a peut-être plein d'autres endroits où on n'a pas besoin du tout de technologie. Voilà un petit peu ce que je voulais, moi, vous partager. Essayer de brosser large. J'ai vu beaucoup de sujets, je sais. Mais comme ça, au moins, on laisse un petit peu de temps aux questions et aux interactions. Déjà, je te remercie, Cyril, pour cette intervention. C'était très, très intéressant. On a eu beaucoup de questions. Je vais laisser les personnes qui le souhaitent poser leurs questions. Une chose qui m'interpelle par rapport au RAG, parce que tu sais, je travaille sur les sujets de la data, moi, mais plutôt dans le bâtiment. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu le BIM, on en a peut-être parlé rapidement. Mais la question que je me pose, enfin, j'ai un peu la réponse, mais j'aimerais que ce soit toi qui le dises avec tes mots, c'est qu'en fait, la base de connaissances qu'ont les différents bureaux d'études, quelle que soit leur activité, hein, conseil, numérique ou ingénierie, ce que représentent en fait les activités de la Fédération Sinov, je pense que ceux qui vont tirer les meilleurs bénéfices de l'IA, c'est ceux qui auraient justement une base documentaire et une base digitale, je dirais, la mieux organisée, etc. Ce qui veut dire que tout le processus qui a été mis en œuvre en amont, justement, pour collecter la donnée, la stocker, l'organiser, c'est là où, à mon avis, il va y avoir des bénéfices énormes. Si je dis ça, c'est que l'IA, effectivement, apporte énormément de promesses, mais je pense que c'est conditionné aussi par ce qu'on appelle une stratégie data-driven, tu vois, une capacité effectivement à bien structurer ces données en interne. Et je voulais avoir ton avis là-dessus parce que je pense que c'est un vrai questionnement pour les bureaux d'études et les gens effectivement qui font du conseil et autres, ce que tu parlais justement des différents ministères, mais enfin, c'est pas magique non plus. Enfin, je veux dire, si on n'a pas effectivement la capacité à collecter des données, etc., ben, on ne pourra pas nourrir, je dirais, les robots de façon satisfaisante pour en tirer de nombreux bénéfices. Je voulais avoir un peu ton retour par rapport à ça. Tout à fait. Alors, c'est un point, en tout cas, essentiel, hyper en tout cas, important. Les organisations qui vont prendre l'avantage du coup, à l'ère de l'IA, ce sont les organisations qui sont data-centric.
centré sur la donnée. Effectivement, tout l'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est comment je viens plugger, installer sur mes ensembles de données des systèmes qui vont évoluer de toute façon avec le temps et qui sont capables, qui me permettent d'en tirer un maximum parti. Et là, il va y avoir une vraie différence, hein. D'ailleurs, on a eu la différence déjà avec l'émergence des technologies web et informatiques. Il y avait les organisations qui existaient avant et celles qui sont nées nativement dans l'univers informatique. Bah là, on risque d'avoir potentiellement la même chose. Ça ne sera pas le cas où on ne prendra pas de retard si effectivement on se centre avant tout sur la donnée. On fait en sorte qu'effectivement on ait une donnée de qualité et bien structurée. Les organisations qui vont avoir ça au centre de l'organisation, et donc ça veut dire même se réorganiser pour cela, et ben, vont être ceux qui vont tirer le plus parti finalement des intelligences artificielles. Donc c'est même pas data-driven, moi je dirais même data-centric. C'est essentiel pour pouvoir finalement profiter pleinement de ça. Et donc, effectivement, hein, là, on le voit, hein, tout l'enjeu, c'est demain de se doter. Donc, le RAG, hein, je réinsiste pour tout le monde, le RAG, c'est je viens poser, donc j'ai une interface, un bot, une intelligence artificielle à qui je viens poser des questions. Là, le système ne va pas halluciner, ça veut dire inventer des informations. Quand il identifie qu'il n'a pas tout de suite la réponse pour répondre, il vient chercher les éléments dans une base de connaissances, donc vectorisée, aussi une manière de l'organiser. Donc là, après, il y a des vecteurs qui sont envoyés, donc c'est tout ce qui est lié de proche ou voilà, à peu près d'un point de vue même sémantique, sont renvoyés de quoi l'IA. L'IA, ensuite, au regard de la question posée, de la conversation qui précède et des éléments qui lui ont été renvoyés par la base vectorisée, va formuler du coup une réponse. Ça règle le problème, notamment des hallucinations. C'est-à-dire que vous avez cette capacité complètement transformée le management des connaissances au sein des organisations et d'augmenter chaque collaborateur avec les connaissances internes. Et donc, vous imaginez bien entendu tous les enjeux qu'il y a à déployer ce type de système, mais surtout de manière sécurisée. Et encore une fois, là, Julien, tu as raison, c'est les organisations data-centric qui auront un avantage. Merci Cyril. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois dans le chat, il y avait une question auquel je n'ai pas répondu. C'était concernant, alors, je sais, Corinne, je vais te laisser la poser parce que c'était par rapport aux femmes, effectivement, peut-être les contenus qui étaient peut-être plus masculins. Je ne sais pas si j'interprète mal ta question. Effectivement, ou peut-être l'IA pouvait avoir des réponses plutôt masculines plutôt que féminines. Tu me corriges, Corinne, si j'ai mal interprété ta Oui, question. non, c'est tout à fait ça et c'est quelque chose que l'on observe depuis longtemps. D'ailleurs, au niveau de l'Observatoire de nos métiers de la branche, hein, qui est l'OPIEX, c'est la faible féminisation de nos métiers, principalement dans le numérique, aussi dans l'ingénierie, pas dans le conseil, certes, mais qui a un impact colossal sur les biais, puisque on voit bien aujourd'hui, si on demande des images d'entrepreneurs, des images de scientifiques. Jamais vous voyez de femmes. Et ça, c'est parce que la machine, elle les voit pas, donc elle apprend pas à les voir. Donc, je voudrais bien entendre Cyril de Souza là-dessus. Ouais. Ouais, alors ça, c'est un point hyper, en tout cas important, qu'on soit clair, effectivement, Corinne. Donc, moi, alors, ce que je dis là-dessus, c'est qu'effectivement, il ne faut jamais oublier qu'une IA, ou même d'ailleurs qu'un algorithme, hein, c'est jamais que des biais inscrits dans des données ou du code. Donc, moi, je ne crois pas du tout en l'IA neutre qui, demain, aurait pas de biais. En réalité, il y aura toujours du biais. C'est pour ça que dans les compétences que j'ai mises en avant, dont on va avoir besoin, c'est le recul éthique. Et pour avoir du recul éthique, il faut avoir non seulement cette approche-là, et effectivement, bah là, si je vais sur Midjourney, que je lui demande, fais-moi l'illustration d'un chef d'entreprise idéal, vous êtes sûr et certain qu'il va me faire un homme blanc. Si je lui demande, fais-moi l'illustration d'un médecin qui soigne des enfants en Afrique, vous aurez un homme blanc qui soigne des petits noirs. Donc c'est ça, les biais qui existent dans ces IA-là. Donc il est essentiel effectivement d'avoir ce recul-là. Ça fait partie du coup moi je crois, du travail de prise en main, d'avoir cette capacité-là. Et en même temps, du coup, de travailler effectivement non seulement au fait de réduire les biais dans ces modèles, mais aussi de dire attention, elles seront toujours biaisées. Donc ça nécessite pour nous d'avoir toujours un recul. Merci Cyril. Une autre question d'Andrew. Je la lis brute, hein. Je suis surpris d'entendre que l'IA ne pourra pas remplacer les capacités d'interaction sociale, alors que le prompt est déjà une forme d'interaction. Comment expliquer ce paradoxe?
Alors, ça dépend effectivement de l'interaction dont on parle. Effectivement, alors, Andrew, là, en plus, c'est important parce que Andrew, on se connaît d'ailleurs par ailleurs. L'interaction, c'est quelque chose de. En tout cas, alors, l'interaction est quelque chose de très important. C'est la nouvelle compétence, d'ailleurs, à l'ère de l'IA. On va avoir besoin, effectivement, la compétence du prompt engineering, c'est une compétence d'interaction. Mais l'interaction riche humaine, qui est l'interaction en face à face, il faut avoir ça en tête, c'est que elle passe, donc quand je suis face à quelqu'un en train de discuter en face à face, en présentiel, cette technologie-là, elle est indépassable en tout cas à date. On n'aura jamais une capacité d'interaction. La technologie la plus efficace pour que deux individus échangent, c'est la technologie en face à face. Pourquoi? Parce qu'elle utilise justement l'ensemble de notre corps. Et vous le savez, ben, notre communication elle n'est pas que verbale, elle est sur plein d'autres champs. Et je le mentionne parce que récemment, quand j'ai parlé du paradoxe de Moravec, en pleine conférence, il y a une personne qui m'a interpellé, qui m'a dit, c'est faux ce que vous racontez. Il y a une enquête de Google qui a montré que une IA était capable de faire des meilleurs diagnostics que des médecins. Et en plus, l'étude a montré que les gens trouvaient l'IA plus empathique que les médecins. Donc, sur le coup, bah, moi, je n'avais pas connaissance de ce papier-là. J'ai dit que, en tout cas, ça m'étonnerait la chose. Alors, que l'IA fasse des meilleurs diagnostics que les médecins, oui, ça, c'est logique. Aujourd'hui, les IA analysent mieux les radios que les médecins, font des meilleurs diagnostics que les médecins. Ça, on est au clair parce que on relève là du cognitif. Par contre, sur la partie empathique, j'avais vraiment un doute. Et donc, je suis allé voir ce papier, je l'ai lu. Et en fait, j'ai découvert que dans le protocole de recherche, en fait, on avait comparé quoi? Une personne où les patients échangeaient soit avec une IA via une fenêtre de chat, soit avec un médecin via une fenêtre de chat. Alors oui, quand vous mettez un médecin derrière une fenêtre de chat, eh bien oui, potentiellement, une IA est plus empathique que le médecin. Parce que vous imaginez que le médecin, il peut peut-être galérer, c'est pas si simple que d'écrire, enfin, c'est quelque chose qu'il maîtrise moins. Par contre, qu'on soit clair, donc le protocole de recherche, d'ailleurs, un moment donné, il le soulignait. En réalité, si vous mettez un médecin face à une personne, bien entendu qu'à un moment donné, le médecin, l'interaction sera toujours plus riche qu'avec une machine. Donc, c'est bien replacer les choses au bon endroit et avoir cet élément-là, c'est que notre 2 tiers de votre cerveau sont faits pour être en interaction avec l'autre. On est des êtres d'interaction. Quand on a eu le premier confinement, on a eu une perte d'une dégénérescence cognitive, alors qu'on a récupéré, en tout cas pour quasiment tout le monde après. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être dans l'interaction humaine. Et ça, c'est quelque chose qui relève du biologie. C'est quelque chose, c'est une machine qui est incroyablement complexe et beaucoup plus complexe en réalité donc que la cognition humaine au sens de la révolution cognitive qui date de il y a quelques milliers d'années, alors que l'intelligence collective a plusieurs centaines de milliers d'années. Donc c'est toujours un problème de façonnage d'un outil biologique. Merci Cyril. On a une autre question de Frédéric Lafage, notre président, qui nous fait l'honneur d'être présent. Bonjour Frédéric. Au-delà de l'aspect masculin-féminin, je reviens sur la question précédente. C'est l'approche culturelle entre l'Orient, l'Occident, anglo-saxon et européen. Euh, Effectivement, on a un risque d'uniformisation et peut-être de tendre vers des modèles anglo-saxons par rapport aux réponses qu'on va avoir. Je donne un autre exemple parce que j'ai discuté avec un RH l'autre fois qui m'expliquait qu'en fait tous les CV qu'il recevait étaient faits par des IA maintenant et qu'il n'était plus en capacité de voir, de distinguer en fait on va dire les compétences ou enfin, les soft skills qu'on appelle de certains candidats. Et tu parlais tout à l'heure des appels d'offres, je rebondis aussi là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas un risque quand même qu'à un moment donné, si tout le monde s'approprie ces outils, etc., et en tire tous les bénéfices, qu'on arrive à lisser quelque part les réponses, que ce soit des CV ou des réponses techniques, etc. Et quid, je dirais, de cette petite patte magique que pouvait avoir un cabinet sur effectivement une capacité à se différencier par rapport à des solutions techniques ou une approche humaine, etc. Tu vois, est-ce qu'on n'a pas un risque par rapport à ça? Ouais, mais c'est comme les CV qu'on reçoit. On reçoit tous d'ailleurs des CV en ce moment bah, qui sont tous hyper standardisés. Mais il y a ceux qui savent utiliser l'IA et qui, à la fin, utilisent l'IA non pas pour juste standardiser tout ou s'en contenter de la réponse, mais rajouter justement l'élément supplémentaire. Donc, c'est pas le truc qui va en parallèle, c'est comment j'utilise l'IA pour aller aussi plus loin, pour augmenter effectivement les choses. Et à la fin, bah, si effectivement demain, tous les cabinets, parce que qui va se passer d'une IA qui est capable d'analyser de manière complexe des données, qui est capable de générer de la documentation, de générer une partie des choses assez rapidement, qui va s'en passer? Par contre, avoir cette capacité de venir rajouter l'élément supplémentaire, faire la différence, bah, ça, c'est quelque chose qui va continuer. De toute façon, c'est la même chose. On aurait pu avoir les mêmes conversations dans les années 80. Si un cabinet de conseil dans les années 80 avait dit, nous, on n'utilisera pas Internet, pas les mails et pas les smartphones.
quelle est la durée de vie de ce cabinet? Bah, aujourd'hui, on en est là. Sauf qu'on voit bien que l'arrivée d'Internet, etc., n'a pas standardisé finalement le conseil. Et il n'y a pas de raison qu'on y soit plus là aujourd'hui. Et d'ailleurs, on le voit effectivement, il va y avoir des choix qui vont être faits aussi sur les modèles que j'utilise, la manière dont je les utilise. Et à un moment donné, si vous imaginez même vous-même en tant que recruteur, mais aussi en tant que client, ben, si à chaque fois vous voyez des choses standardisées, ce qui ressortira de l'eau, c'est ce qui est non standardisé. Et donc la vraie question, c'est comment on va créer notre différence à l'intérieur de ça. Cependant, il est peu probable qu'on vienne se passer de ça aussi pour d'autres choses qui sont, je prends l'exemple de la médecine, on en parlait là. Qui a envie aujourd'hui que sa radio de cancer soit uniquement analysée par un être humain, sachant qu'une IA a des meilleurs taux de détection des cancers qu'un être humain? Je crois que chacun d'entre nous va vouloir que l'IA analyse sa radio. Par contre, si vous avez un cancer, peut-être que vous avez envie qu'un être humain vienne vous l'annoncer, peut-être pas une machine. Et donc, c'est toute cette complexité-là. Et d'ailleurs, je le redonne parce qu'aujourd'hui, on commence à rendre nos premiers audits. Et dans la plupart des organisations, je vois que les personnes cherchent, et c'est normal parce que c'est la direction qui prend en main le sujet, et dit on va automatiser les petites tâches, les tâches à faible valeur ajoutée. Ça ne tient pas compte du paradoxe de Moravec, c'est que oui, l'IA peut automatiser ces tâches, mais l'IA, elle est super performante aussi pour faire des tâches complexes, pour faire des analyses ou pour faire des analyses croisées, pour analyser des documents, pour analyser des verbatims, des insights de manière hyper complexe. Et donc, c'est pas pour remplacer, mais pour venir augmenter. Donc, en ayant en tête que si j'automatise les tâches les plus complexes intellectuelles, c'est aussi celles qui, bah, en termes de taux horaire, ont le plus de valeur ajoutée. Et donc, comment je viens augmenter. Mais encore une fois, je ne crois pas qu'il y a l'IA qui va venir remplacer. Je crois qu'elle vient l'augmenter, elle vient augmenter l'être humain. Et que une grande partie du travail se déplace dans l'interaction. Moi, j'ai écrit mon dernier livre, c'était bon, c'était l'enjeu. Notre but, c'était d'écrire le livre avec une IA, avec plusieurs IA d'ailleurs. Bah, moi, j'ai passé des journées d'écriture où à la fin, j'étais fatigué. Parce qu'en réalité, j'interagissais avec la machine, je lui demandais des choses, elle me proposait un plan. Ensuite, elle me demandait, elle faisait des premières rédactions. Je découvrais des choses à l'intérieur que j'avais besoin de vérifier, j'allais vérifier. Je découvrais moi-même d'autres choses, je les lui amenais. Et en fait, on a passé vachement de temps dans l'interaction. Et donc, mon travail d'écriture, parce que moi, j'étais un peu angoissé, parce que moi, j'adore écrire et j'avais peur qu'ils disparaissent. Et en fait, j'ai découvert que mon travail d'écriture va devenir autre chose, enfin, quelque chose qui était aussi excitant, parce qu'il y a des choses que je reprenais moi-même, et en même temps, avoir une IA qui est là, qui en direct peut accéder à plein de choses, me faire des brouillons sur des textes. Enfin, je vois bien à quel point c'est venu démultiplier. Et en fait, j'ai repris un plaisir à l'intérieur de ça. Et je crois que la compétence, cette compétence d'interaction, c'est ça qui va vraiment se déployer là dans les mois qui arrivent. Merci pour cette réponse. Alors, il y a plein de questions, j'essaie de faire dans l'ordre. Je suis vraiment désolé, je pense qu'on ne peut pas répondre à tout le monde. Mais il y avait Magali qui posait une question par rapport aux organisations, nos cabinets, etc. Comment rassurer et embarquer les équipes? Parce qu'effectivement, on peut supposer que certains collaborateurs soient plutôt inquiets qu'effectivement une entreprise se lance dans l'IA. Et je pense qu'il y a un vrai sujet de communication et parce que voilà, il y a certaines personnes qui peuvent avoir peur, etc. C'est quoi ton retour là-dessus? Ben, forcément, alors il y a toujours ce sentiment, parce que forcément, les boîtes, on peut avoir ce sentiment qu'on va venir donc, voilà, remplacer en tout cas des personnes, et certaines peuvent avoir en tout cas cette idée-là en tête. Moi, ce que je vois en tout cas à date, c'est que pour l'instant, on n'a pas remplacé des êtres humains par des IA. Par contre, dans les démarches que l'on conduit, je crois qu'il faut placer. Alors, c'est nécessaire qu'à un moment donné, ça soit sponsorisé par en tout cas la direction, quelle que soit la taille d'ailleurs. Ça va de la petite structure à la grande entreprise, grand groupe. Mais qu'à un moment donné, une fois que c'est une vraie direction, que, on soit vraiment en intelligence collective. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les gens s'en emparent et que, ils identifient eux des cas d'usage. Et nous, on le voit, la transformation, elle se fait là. Elle se fait parce que les gens s'emparent de ces outils-là, en parlent entre eux. Nous, on a voilà, participé à la création de plusieurs clubs IA à l'intérieur de plusieurs sociétés. Et à un moment donné, bah, c'est parce qu'ils s'en emparent entre eux qu'il y a une montée de compétences entre pairs que l'organisation est en train de se transformer. D'autant plus à un moment où on le voit bien, il faut absolument venir en tout cas absorber des choses, des compétences en interne dans un temps où, encore une fois, on n'est qu'au début de la vague. Donc la question, c'est ce que des choses. Et la question que je vous pose, c'est bien sûr, il y a plein de choses que je vous ai montrées. Vous dites, bah, ça, j'ai envie de l'intégrer. Mais sachez qu'une fois que vous aurez intégré ça, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Et la question, c'est plutôt comment créer une organisation aujourd'hui qui va être en capacité d'adapter ça. Et moi, du coup, je crois que les organisations qui sont en train de se transformer là, ce sont celles qui vont être data-centric, comme on a dit tout à l'heure, et qui vont fonctionner par l'intelligence collective. Je crois que ce sont deux dimensions et ça n'a rien à voir de bisounours, etc. Je crois que c'est les vrais deux axes qui permettent de profiter pleinement de la transformation de l'organisation à l'ère de l'IA. Merci.
Parce que c'était un sujet. La perspective qu'on a adoptée chez nous, c'est celle de la coopération avec l'IA. De dire, voilà, on le considère que c'est comme pas comme un assistant, mais voilà, comme un coopérant dans un système plus systémique. Ouais, c'est essentiel. Essentiel. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'aborder. Merci. Bon, l'heure a tourné. On arrive sur les 10 heures. Donc, on va devoir conclure. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter à ce qui a déjà été dit. C'était très riche. Je te remercie encore, Cyril. C'était très, très intéressant. Les retours des gens je pense que les gens ont été ravis. Pour ceux qui sont intéressés, on aura la capacité de faire des replays parce que l'échange a été enregistré et je pense que la fédération va pouvoir le mettre à disposition des personnes. On pourra vous contacter si vous le souhaitez, si vous souhaitez avoir effectivement ces replays. Sachez que la fédération, comme vous l'avez vu, est fortement engagée sur ces sujets d'IA, notamment sur l'éthique, la propriété intellectuelle. Il y aura certainement d'autres webinaires. On va regarder en interne effectivement les problématiques. Et je pense que la propriété intellectuelle, comme l'a dit Magali, est un sujet qui vous intéresse particulièrement. Il y en a d'autres. Et voilà, on reste très actifs. Et je vous remercie encore pour votre participation. Vous étiez très nombreux. Ça démontre vraiment l'intérêt que vous avez pour ces sujets-là. Et je remercie encore Cyril pour cette intervention très riche et très passionnante. Super. Et je vous souhaite à tous une très très belle journée et à bientôt. Et au plaisir de vous revoir avec la Fédération Sinov. À Merci à bientôt. tous et tous. Merci. Merci.